Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des domaines de la cybersécurité avec trois invités, donc Koulibaly Mohamed, Bonjour. Joseph Dambélé Bonjour. et Mohamed Fad. Bonjour à tous. Le contributeur Cybercast du jour est Oku Bisso. Bonjour. Monsieur, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Joseph Dembélé. Je suis un grand passionné de l'informatique et de la cybersécurité. Actuellement, je suis en poste en tant qu'analyste cybersécurité, spécialiste réponse chez Intrinsec. Donc, j'ai une expérience assez variée dans la Blue Team, notamment dans l'analyse des événements de sécurité, dans la réponse à incidents et dans le threat hunting. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais de la Blue Team. Et puis, à côté, à temps partiel, je suis enseignant en cybersécurité à l'École supérieure de génie informatique de Paris, où je donne des cours dans la Blue Team, notamment dans des modules sur le CIEM, IDS, IPS. Alors, moi, c'est Fad Mohamed, consultant senior en GRC, gouvernance, risque et conformité, avec maintenant à mon actif plusieurs années d'expérience dans ce domaine-là. J'ai eu l'opportunité d'accompagner de nombreuses entreprises, que ce soit des petites et moyennes entreprises jusqu'à des entreprises internationales, dans la mise en place de stratégies de cybersécurité alignées aux réglementations telles que par exemple l'ISO 27001. Et aujourd'hui, je partage mon expertise à travers du conseil. Déjà, je suis en poste, je suis consultant au sein d'un cabinet qui s'appelle l'UTSA 2S. Et je fais également du mentoring. Je participe à des webinaires, souvent au niveau de l'association LabCC, et voilà. Merci encore pour l'occasion. Je suis Mohamed Koulibaly, consultant en cybersécurité. J'évolue au sein d'un département de cybersécurité où je travaille à la sécurisation des systèmes, des infrastructures, afin de détecter des vulnérabilités et prévenir les attaques avant qu'elles ne surviennent. C'est un domaine qui me passionne énormément et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci, messieurs. On va rentrer à présent dans le vif du sujet. La question que je vais poser, on commencera par Mohamed Fat, mais elle est valable pour tout le monde. On entend souvent parler de Red Team, Blue Team, GRC, comme tu l'as dit tout à l'heure, gouvernance, risque et conformité. Peux-tu nous expliquer concrètement ce qui signifie ta spécialité et en quoi elle est essentielle? La GRC, donc la gouvernance, risque et conformité, c'est une discipline pour moi qui est essentielle. Après, c'est ma discipline, donc elle est essentielle en cybersécurité parce que elle permet en fait aux entreprises de structurer et de piloter leur sécurité de manière assez cohérente, si on peut le dire ainsi. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est en fait en fonction des objectifs de sécurité qui ont été définis au sein de l'entreprise, on met en place des politiques qui permettent d'atteindre ces objectifs. Après, il y a l'approche par les risques. Donc, qui dit risque, qui dit risque va forcément faire allusion à l'exploitation des faiblesses ou des vulnérabilités par des menaces au niveau d'un système d'information. Et tout ce qui est conformité, c'est toute, on va dire, l'application des normes et réglementations, que ce soit l'ISO 27001, le NIS 1, NIS 2, RGPD. Après, bon, ça encore, peut-être j'utilise déjà des termes techniques, mais pour l'auditoire, on va dire que de façon générale, la GRC, si je dois faire un parallèle avec, on va dire, l'aviation, c'est comme si la gouvernance, c'est un tableau de bord, ça te permet d'avoir une vision globale de ta stratégie pour tes voyages. Les risques, ça te permet d'évaluer de façon générale tout ce qui est turbulence qui pourrait avoir lieu lors d'un voyage. Donc, on prépare ça pour éviter d'avoir des turbulences pendant le vol. Et la partie conformité, c'est tout ce qui est conformité réglementaire, effectivement, pour éviter, par exemple, les collisions au niveau des avions, puisqu'il y a plusieurs lignes. Donc, comment dire, il y a des réglementations qui sont applicables et appliquées par les différentes parties prenantes. Donc, c'est un peu ça pour faire simple au niveau de la GRC. Mohamed. Pour faire simple, la Red Team, ça consiste à simuler des attaques pour tester la robustesse d'un dispositif de sécurité d'une entreprise, exactement comme le ferait un cyberattaquant. L'objectif ici, c'est d'identifier les différentes failles avant qu'elles ne soient exploitées par des vrais cybercriminels afin d'éviter on rentre dans une situation cauchemardesque pour l'entreprise. C'est vraiment crucial et puis ça permet à l'entreprise de se préparer et de renforcer sa défense. Joseph?
Alors, pour la Blue Team, c'est en quelque sorte une équipe qui sera chargée de la défense des systèmes d'information. Donc, contrairement à la Red Team, comme l'a expliqué Koulibaly Mohamed, qui est une simulation des attaques pour tester la sécurité, la Blue Team va apporter une posture en quelque sorte défensive et va travailler à renforcer la protection des SI. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on compare les données à de l'or. Donc, les gens de la Blue Team, c'est les gens qui sont là pour défendre cet or contre les gens qui essaient de le voler en quelque sorte. On va à présent se pencher sur le deuxième volet de cette première partie qui consiste à comprendre les spécialisations en cybersécurité. Donc, on va aller sur le deuxième volet. Je laisse au groupe. Comment la collaboration se passe entre vos spécialistes, que ce soit de la sécurité offensive, la sécurité défensive et les spécialistes en GRC? Est-ce que vous avez des exemples concrets, Mohamed Koulibaly? Pour ma part, je dirais que c'est un peu comme une équipe de football où chacun joue son rôle. Mais tout le monde travaille ensemble pour atteindre le même objectif qui est la sécurisation du système d'information et des données. Donc, qui parle d'équipe de football, va dire des équipes offensives qui sont à la pointe, qui vont essayer de chercher les failles afin de protéger le système. Et aussi une équipe défensive qui vont chercher à contrecarrer les différentes attaques qui vont venir des équipes offensives. Et aussi, on a les équipes de la GRC qui sont là pour essayer en quelque sorte de faire une orchestration de tout ce qui est, bon, on va dire ici les milieux défensifs et les milieux de terrain qui vont orchestrer tout ce qui est autour de la cybersécurité, tant bien avec la partie offensive que la partie défensive. Une collaboration qui permet de garantir une sécurité globale en quelque sorte. Bon, comme vous le savez, la collaboration est très importante pour assurer une cybersécurité efficace et équilibrée. Donc, pour un peu illustrer comment ça se passe la collaboration, je vais par exemple prendre l'exemple d'un test de pénétration. Une prestation Red Team, dont l'objectif c'est de tester le service, un service ou une infrastructure. Donc la Red Team sera là pour tester le système et derrière la Blue Team sera là pour détecter et analyser tout ce qui s'est passé lors du pentest. Et après restitution du rapport de pentest, la Blue Team pourra corriger tout ce qui est défaut dans la détection. Et puis après, les gens de la GRC, ils vont veiller à ce que les pratiques de sécurité soient conformes et aussi ils vont évaluer les risques et aussi définir les politiques de sécurité. Donc chacun a sa part à porter. Et l'objectif, en quelque sorte, c'est d'avoir quand même une sécurité qui est efficace. Au niveau de la GRC, l'essentiel, en fait, c'est qu'il y a une collaboration, une approche mutuelle, en fait, de ces différents pôles-là pour permettre aux entreprises de sécuriser leur système et d'avoir, en tout cas, un certain niveau de maturité qui permettent, en tous les cas, nous, en tout cas, au niveau de la GRC, on fait toujours un lien vis-à-vis des objectifs de sécurité. Donc, je dirais, un niveau de sécurité qui soit acceptable et qui corresponde aux objectifs de sécurité de l'entreprise. Donc nous, en tant que GRC, si je veux rebondir sur l'exemple de Mohamed, on pourrait nous considérer comme des milieux parce que à la fois on fait le lien entre l'offensif et le défensif, mais également on pourrait nous considérer comme étant les coachs parce que au-delà de ça, nous avons aussi pour rôle de contrôler et de fixer des objectifs. Donc au-delà de juste, on va dire structurer l'approche cyber, la stratégie cyber, on se retrouve également en tant que contrôleur à la fin. C'est pour ça que souvent nos rôles sont pas toujours appréciés dans les entreprises par les opérationnels parce que on a également la casquette d'auditeur en dehors de la casquette on va dire de project manager ou d'accompagnateur. Je vais dans le même sens que Okubiso tout à l'heure. Vous savez, chacun une idée bien reçue de différents domaines que vous avez cités là. Si vous deviez démystifier ces idées-là, quelle serait la plus grande fausse croyance que vous aimeriez déconstruire? Très bien. De mon côté en GRC, je pense que la plus grande idée reçue, c'est le fait que des personnes, on va dire, limitent la gouvernance risque-conformité à une pratique purement administrative et réglementaire. Pour eux, c'est du droit ou c'est de la lecture. Moi, je vais au-delà de ça. Pour moi, c'est beaucoup plus, en fait, c'est plus une discipline stratégique pour l'entreprise parce que si on se retrouve sans structure, déjà une entreprise qui, par exemple, n'a pas d'approche GRC, elle peut avoir toutes les compétences possibles, elle peut avoir les outils nécessaires,
mais elle restera toujours vulnérable parce qu'il n'y a pas de stratégie. Un président sans stratégie, sans programme, bah, clairement, il ne pourra pas forcément mener à bien une nation. Et c'est pareil avec, on va dire, la sécurité au sein d'une entreprise. Il faudrait, au-delà, en fait, on va dire, des ressources, avoir une stratégie, des objectifs clairs et, bon, je ne veux pas dire des jalons, mais il faut avoir en tout cas le nécessaire de sorte à contrôler, surveiller la mise en place des mesures et l'atteinte des objectifs de façon générale. Bali Mohamed, est-ce que c'est la même perception aussi pour toi? Je dirais que j'ai plusieurs fausses croyances à démystifier. Déjà, l'une des fausses croyances que j'aimerais démystifier, c'est de croire que la sécurité offensive, c'est juste de pirater, casser des trucs. Non. En réalité, notre métier est très méthodique. On suit un processus précis, on documente nos findings, nos trouvailles, et surtout, on travaille dans un cadre légal et éthique. Et aussi, l'autre mythe que j'aimerais aussi démystifier, c'est de croire que ce métier de red teamer est réservé qu'aux génies. Non. Pour ma part, c'est faux. Et ce qui compte, c'est la curiosité, la patience, puis la capacité à raisonner. Ces soft skills sont beaucoup importants pour une personne qui aimerait progresser dans la sécurité offensive. La technique, je dirais que ça s'apprend. Et une dernière chose, c'est pour des collègues qui sont dans ce même métier, c'est de croire que lors d'une mission de Red Team, il faut être, il faut compromettre le SI, sinon la mission n'a pas abouti. Non. Je dirais que l'une des missions aussi, c'est de trouver toutes les voies et moyens qui pourront permettre de réaliser une compromission du SI et non se limiter à une seule voie pour dire qu'on a réalisé une mission. Alors, les fausses croyances que j'entends au quotidien sur la Blue Team, c'est le fait qu'on passe toute la journée sur un écran noir, qu'on passe tout le temps à fouiller dans les logs bruts. Alors ça, c'est faux. On a des beaux dashboards chez nous, on a des outils qui sont assez sympas, qui nous permettent d'aller vite, qui nous évitent de passer tout notre temps sur un écran noir. Et aussi, une des croyances que j'entends beaucoup, c'est que, la Blue Team, c'est du support. Pour les gens, on fait du support. Ça aussi, c'est faux. On ne fait pas du tout de support. Et aussi, de façon générale, les gens, ils pensent que, quand tu es dans la cybersécurité, tu es dans la Blue Team, tu sais tout faire. Surtout pour les mamans qui veulent que tu les répares leur imprimante alors que c'est pas ce que tu fais. Donc, la fausse croyance, c'est que, les gens pensent qu'on sait tout faire. On ne sait pas tout faire. On travaille pas sur des écrans noirs et puis, on fait pas de support au quotidien. Quels sont les métiers? Voilà. Quels sont les métiers de vos différentes spécialités? Fab, Mohamed, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les spécialités en gouvernance risque et conformité? Du coup, effectivement, sur ces aspects-là, on peut être consultant en GRC, tout comme consultant au sein d'un cabinet pour l'accompagnement de clients. On peut être responsable de la conformité au sein d'une entreprise, responsable SMSI. On peut être risk manager, on peut être CISO, donc RSSI, ou assistant RSSI. On peut être auditeur, comme je l'ai également évoqué au tout début. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tout dépend effectivement de la structure des entreprises, mais dans tous les cas, c'est de pouvoir, on peut même être chef de projet cybersécurité de façon générale, mais le but, c'est de répondre en fait à la première partie telle qu'on a défini la GRC. L'intitulé en tant que tel du rôle peut varier au sein de l'entreprise, mais voilà, ce sont les différents intitulés possibles qu'on rencontre au niveau du marché actuel que je viens d'évoquer. Dans la Blue Team, on a énormément de métiers, mais je vais juste en donner les plus célèbres, ceux qui reviennent le plus. Donc, on a le métier d'analyste SOC ou analyse cybersécurité ou analyse sécurité. Donc, ça c'est le métier qui consiste à prendre en charge les alertes qui viennent sur nos outils de détection. Et à côté, on a les threat hunters, donc les chasseurs de menaces. Donc, ils seront là pour faire une recherche en quelque sorte proactive pour essayer de détecter les cyberattaques avant qu'ils ne aient lieu. Et puis après, on a les incident responders et c'est pour la réponse à incident. Donc, ils seront là une fois que l'attaque a été effectuée, d'essayer de gérer l'attaque et puis d'essayer de minimiser l'attaque. Donc, on a aussi les analystes en forensique qui sont là pour faire de l'investigation numérique. Et à côté, on a les ingénieurs sécurité dont le rôle, c'est de déployer et aussi de concevoir les outils de détection qu'utilisent les analystes. Je dirais qu'on a pas mal de métiers en sécurité offensive. Déjà, on a le premier qui est connu, c'est le métier de pentester.
Là, je vais simplement dire que ça va consister à faire des tests sur des applications, des infrastructures et autres, afin d'identifier des vulnérabilités qui pourraient être exploitées. Mais on peut monter à un niveau un peu plus supérieur avec la partie Red Teamer. Et là, au lieu de faire des simples tests, on passe à une simulation en grandeur réelle d'une attaque sur une organisation où on prend en compte tous les éléments. C'est un peu différent de celui de Pentest parce qu'on monte d'un cran, on réalise une simulation. Là, c'est un autre métier de la sécurité informatique. Il y a aussi l'aspect bug bounty où en général, ce sont des personnes qui sont indépendantes, qui vont sur des plateformes pour essayer de chercher des vulnérabilités sur des applications qui ont été développées et exposées sur Internet et compte une rémunération lorsqu'ils trouvent des failles. Et aussi, on va au-delà parce qu'on peut faire même de la R&D en sécurité informatique au sein d'entreprises d'éditeurs comme Microsoft et consorts CrossCloud où on est amené à faire de la recherche sur des produits en cours d'utilisation pour essayer de trouver des vulnérabilités avant qu'elles ne soient découvertes par des organisations cybercriminelles pour les patcher et rassurer les clients qu'on travaille derrière. On peut aussi avoir des métiers comme l'Ozinter qui va essayer avoir des informations sur une personne. En général, ces gars interviennent dans l'espionnage ou même dans des actions de recouvrement avec des assurances et des banques. Voilà un peu pour tout ce qui est de la métier de la sécurité offensive. Pour quelqu'un qui souhaite évoluer de la cybersécurité, comment choisir entre sécurité offensive, défensive ou GRC? Et aussi, quels critères faut-il prendre en compte? Alors, pour moi, pour choisir entre Blue, Red et GRC, le critère le plus important, ça serait l'intérêt. Donc, si tu es quelqu'un qui aime la documentation, qui aime beaucoup lire, qui aime tout ce qui est conformité, bah, je te conseillerais d'aller dans la GRC. Si tu es quelqu'un qui aime comprendre comment les systèmes fonctionnent, qui aime tout casser, je te dirais d'aller dans le pentest. Et si tu aimes vraiment les investigations, tu aimes fouiller, tu as un esprit assez critique, tu aimes faire la réponse à incident, je te dirais d'aller dans la blue team. Donc pour moi, le critère important, c'est vraiment l'intérêt. C'est ce qui va te permettre d'aimer ton boulot dans le quotidien et puis de pouvoir exceller dans ce que tu fais. En effet, moi, je partage totalement l'avis de Joseph. Tout dépend de l'intérêt de la personne en question. Si effectivement c'est une personne qui est plutôt intéressée, bien sensibilisée au risque, à tout ce qui est stratégie, gouvernance, conformité, qui aime également un peu de gestion de projet, ça sera bien plus simple pour cette personne-là de s'orienter vers de la GRC. Mais par contre, après, ça aussi, c'est un point que je trouve qui est véritablement important. Si on parle de GRC également, il faut avoir, pour être un bon consultant ou un bon expert, entre guillemets, sur de la GRC, il faut avoir une vision un peu globale de la sécurité. Parce que pour pouvoir définir des politiques de sécurité applicables aux autres disciplines, il faut quand même savoir ce qui se fait. Il ne faut pas juste définir des choses basées sur des bonnes pratiques. Parce qu'après, en ce qui concernera les audits, les contrôles, le GRC finira par se retrouver un peu, on va dire, hein, à l'ouest s'il n'a aucune connaissance en fait des autres disciplines. Donc, au-delà de juste être sensibilisé au risque, il est intéressant également pour les profils GRC d'avoir une vision globale de la sécurité, une bonne connaissance des outils, et puis voilà. Sinon après, pour la partie effectivement défensive ou offensive, tout est une question d'intérêt et puis d'aptitude également, même si, comme Mohamed Koulibaly l'a évoqué, ce sont des choses qui se développent, ce sont des choses qui s'apprennent. Je rejoins à la fois les propos de Joseph et de Fad. Je dirais que tout est dans le style. Et pour quelqu'un qui aime bidouiller, casser des trucs, c'est direct offensif. Pour quelqu'un qui veut défendre et traquer les attaques, c'est direct la défensive. Et pour quelqu'un qui est organisé, rigoureux et stratégique, je vais dire la GRC. Mais toujours est-il que ces éléments sont complémentaires. On ne peut pas faire de l'offensive sans connaître ce qui a été implémenté en défensive. On ne peut pas défendre sans connaître comment les attaquants se prennent pour essayer d'attaquer. On ne peut pas orchestrer à la fois l'attaque et la défense si on ne maîtrise pas ces éléments au niveau de la GRC. Donc, c'est un peu une complémentarité. Donc, on regarde notre style et on se penche vers ce qui nous semble correct. Toujours est-il qu'il faudra prendre en compte que les trois éléments sont complémentaires. Du coup, après avoir choisi, donc on a fini de choisir sa spécialité.
Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait évoluer en blue teaming, quelles sont les compétences? Donc, quand je parle de compétences, je parle des compétences humaines et techniques, et aussi même les certifications aussi à avoir pour pouvoir réussir en fait dans son domaine. Pour pouvoir exceller dans la Blue Team, je dirais qu'il faut avoir des connaissances en système et réseau, surtout les systèmes les plus connus, tout ce qui est Windows, Linux, tout ce qui est protocole réseau, TCP/IP, switching, routing. Et aussi, dans l'analyse de log et du forensique, c'est aussi très important pour pouvoir identifier les anomalies et puis un peu de retracer les cyberattaques. Il faut avoir aussi des connaissances dans la surveillance et la détection, donc tout ce qui serait utilisation d'outils de détection comme les CIEM, les EDR, XDR et autres. Et aussi dans la gestion des incidents, il faut savoir répondre rapidement aux cyberattaques et puis après d'appliquer les correctifs. Et pour le côté technique, il y a un dernier point qui est le scripting et l'automatisation. C'est pas vraiment très important, mais c'est quand même bien de l'avoir, surtout pour pouvoir automatiser ce qu'on fait au quotidien, ou même juste de pouvoir comprendre les scripts qu'on rencontre dans les cyberattaques. Et comme compétence humaine, je dirais qu'il faut être très curieux pour pouvoir faire des investigations. Il faut avoir l'esprit analytique pour pouvoir en quelque sorte identifier les comportements suspects dans les logs. Il faut être réactif et avoir le sang-froid, parce qu'en cas de cyberattaque, quand on n'a pas le sang-froid, ça peut être très compliqué. Et il faut être quelqu'un aussi qui aime travailler en équipe, parce que des fois, tu es face à des situations, tu comprends rien. Donc, tu es obligé de faire appel à ton équipe. Donc, il faut être quelqu'un aussi qui est à l'aise dans le travail en équipe. Et pour tout ce qui est certification, je dirais pour un débutant, on a la CSA, le Certified SOC Analyst. C'est une très bonne certification pour les débutants. On a la BTL aussi, la BTL 1, BTL 2. Et aussi, on a le JAC, donc ça va être tout ce qui est JAC orienté réponse à incident, orienté forensics. Et pour ceux qui ont un peu d'expérience, voilà, la CISSP qui est aussi une très bonne certification. Je souhaite devenir pentester, red teamer à long terme. Quelles sont les compétences et certifications à avoir? Je dirais d'abord qu'il faut avoir des compétences humaines, des soft skills qui vont permettre de bien aborder cette partie de sa vie qui sera de développer un esprit de curiosité qui est essentiel pour comprendre comment fonctionne un système et comment le casser. Une persévérance parce qu'il y a beaucoup de tests qui vont échouer avant de trouver une faille exploitable. Il faut avoir aussi une capacité d'adaptation parce que chaque cible est différent. Il faut savoir s'adapter rapidement. Il faut avoir un esprit analytique, lire entre les lignes, corréler les informations et penser comme un attaquant. Aussi, il faut avoir une bonne communication. C'est important parce qu'il faut être capable d'expliquer une vulnérabilité technique de manière compréhensible pour un manager non technique. Donc, ces soft skills sont beaucoup déjà importants. Mais au-delà de ces soft skills, on doit avoir des compétences techniques, à savoir connaître les environnements Windows, Linux, Active Directory, les protocoles réseau, TCP/IP, qui constituent un socle même et pour tout ce qui est compétences techniques. Mais après cela, il va falloir chercher à développer des petites aptitudes à travers des différentes plateformes de CTF, réaliser des challenges CTF qui vont développer des aptitudes, des réactions face à certaines cibles. Il faut développer une partie scripting parce qu'en général, on fait face à des vulnérabilités qui ont besoin d'être exploitées au travers des scripts. C'est un peu de tout ça qui vont permettre d'avoir une bonne compétence technique. Mais pour parfaire cela, on peut le faire au travers d'un parcours de certification. Pour la base, je vais proposer comme ça le SJPT qui est e-learning junior penetration tester de e-learn, qui est parfait pour débuter. Mais au-delà de ça, pour avoir une compétence intermédiaire au niveau des environnements Active Directory, je peux proposer la CRTP, certifié Red Team professionnel. Je peux proposer aussi la CPTS. Et pour passer d'un niveau un peu plus supérieur, on peut aller avec les certifications de CRSC. Et récemment, il y a Agriboss qui a fait sortir le KPS. On peut aussi avoir des certifications OSCP, consort. Il y a tellement de certifications. Mais le plus compliqué, c'est de savoir choisir la bonne certification et progresser, en fait.
ce qui concerne la partie GRC techniquement, donc sur l'aspect technique, il faudrait que cette personne-là se renseigne sur le fonctionnement des organisations, le fonctionnement des entreprises, parce que pour pouvoir structurer des politiques, il faut savoir quelles sont les interactions entre les différents services d'une entreprise. Avant même de parler de la technique purement, si tu n'as pas une idée claire en fait des différentes interactions entre les différents services, tu ne seras pas capable potentiellement de mettre une politique, une stratégie qui soit viable. Il faut également apprendre à bien comprendre les enjeux et les objectifs de l'entreprise. Après, ici, on parle objectifs de sécurité, parce que c'est basé sur tes objectifs de sécurité que tu seras capable après de définir ta stratégie de sécurité. Une stratégie qui ne colle pas aux objectifs n'est que ruine des lames, si je peux me permettre de le dire ainsi. Mais c'est pour dire que si les objectifs ne sont pas, la stratégie, pardon, n'est pas alignée aux objectifs, en soi, le rôle finalement de l'expert, c'est comme si il aura manqué essentiellement le rôle principal pour lequel il a été recruté. En dehors de ça, il faut avoir une vue assez globale, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sécurité, que ce soit, bon, je dis de la sécurité, que ce soit au niveau architecture, réseau, système, euh, contrôle d'accès, vraiment toutes les différentes briques qui composent la sécurité. Le consultant en GRC doit avoir en fait une connaissance globale parce que il est censé faire des propositions de bonnes pratiques aux différentes équipes, équipes des autres disciplines, de sorte à ce que leur approche soit maximisée, sinon je dirais optimisée, et in fine, de sorte que la sécurité également soit optimisée. Après, il y a tout ce qui est bien sûr cadre de gestion des risques, réglementation, cadre les réglementations liées à la maturité de la sécurité de l'information. Je pense à l'ISO 27001. Il y a également d'autres réglementations au niveau de l'Europe sur la gestion des données, qui concernent également certains types d'entités avec NIS2, DORA. On a vraiment toutes ces différentes réglementations également pour quelqu'un qui s'y connaît. Après, on peut pas être expert dans les réglementations, mais l'idéal, c'est de faire une bonne veille, de sorte à avoir des informations, on va dire, pertinentes sur chacune de ces réglementations-là et savoir dans quel cas les appliquer. Donc ça, c'est en ce qui concerne la partie technique. Après, même encore pour la partie technique, on pourrait potentiellement ajouter de la gestion de projet. Mais bon, ça c'est assez relatif. Le deuxième point, en ce qui concerne les relations, les compétences humaines, donc il y a la communication, parce que pour pouvoir structurer un peu tout ça, il faut forcément communiquer. Donc il y a la communication, il y a le travail d'équipe, parce qu'on ne fait rien tout seul, on fait tout ensemble. Donc le travail d'équipe est obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler en groupe ne sera pas capable de mener à bien une stratégie cyber. Ensuite, il y a également la pédagogie parce que en GRC, on fait beaucoup de sensibilisation aussi. Donc, il faut être assez pédagogue et patient dans son approche. Mais au-delà de ça, il faut aussi être rigoureux et discipliné. En ce qui concerne les certifications, pour finir, donc, il y a des certifications qui sont liées à chacune des réglementations certifiantes, que ce soit l'ISO 27001, donc on a la lead implémenteur, la lead auditor. On a la 22301 en lead implémenteur, lead auditor sur la continuité d'activité. On a la 27701. Bon, ça encore, je suis pas sûr qu'elle soit certifiante, mais il doit y avoir des formations là-dessus. Il y a des formations sur du NIS2, sur du DORA. Vraiment, pour tout ce qui est réglementation en fonction de ses clients, en fonction de son contexte, j'encourage en tout cas tout le monde à s'intéresser à cette certification-là. On a également les certifications à la CISM, par exemple, typiquement pour vraiment s'imprégner bien le rôle de RSSI ou de CISO. On a la CISSP qui a été déjà évoquée par Joseph, mais qui également qui est utilisée aussi pour le RSSI sur les postes GRC. Et voilà, il y en a plusieurs, mais c'est celles qui me viennent là en tête maintenant là dans le cadre de ce podcast. Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face aujourd'hui dans vos différents métiers? Alors, les grands défis qu'il y a dans la Blue Team actuellement, je trouve que c'est parmi les défis, il y a un manque de budget qui est là. Donc, pour mettre une Blue Team, j'avoue que ça demande beaucoup de budget. Donc, le budget, ça reste quand même un défi et le soutien des dirigeants qui pensent que la cybersécurité, c'est pas important. Mais à côté de ça aussi, on a la surcharge d'alerte et la fatigue des analystes. Donc, en fonction des outils qu'on a, on peut avoir énormément d'alertes. Et s'il y a énormément d'alertes, ça fait plus d'alertes à traiter pour les analystes et ils peuvent être fatigués. S'ils sont fatigués, il y a beaucoup d'attaques qui vont passer vu qu'ils vont pas bien traiter les tickets.
On a aussi un défi d'automatisation qui est là, ce qui va pallier au défi précédent que je viens de citer, qui est la fatigue des analystes. Donc l'automatisation tout en intégrant tout ce qui est intelligence artificielle. Et aussi l'évolution rapide des attaques aussi. Ça reste un très grand défi, vu que chaque jour, les attaques, ça évolue. Donc, qui dit attaque qui évolue, dit chaque fois aussi faire évoluer les outils de détection en fonction des attaques. Et voilà, ça reste l'un des plus grands défis qu'on a aujourd'hui dans la Blue Team. En ce qui concerne les défis, je dirais que d'un point de vue GRC ou d'un point de vue RSSI de façon globale, hein, le principal défi, c'est déjà l'appui du top management. Effectivement, sans l'appui du top management, on peut pas débloquer les budgets. Et comme tout à l'heure le signifiait Joseph, du coup, s'il y a des problèmes budgétaires, tout ce qui est outillage, tout ce qui est compétences, forcément, vont être impactés. Le tout premier défi, ça reste l'appui du top management dans toute la stratégie cyber de façon générale. Après, en tant que consultant également, l'un des seconds défis, ça reste comment effectuer une veille technique et organisationnelle efficace. Parce que, effectivement, les risques évoluent, les menaces évoluent, les vulnérabilités évoluent. Comment rester au parfum de l'ensemble, en fait, de ces facteurs-là qui évoluent tout le temps? Il faut pouvoir mener une veille technique et organisationnelle, technologique qui soit efficace. Et ça, c'est pas toujours évident. Pour moi, le dernier point auquel je pense actuellement, c'est également l'adaptation à des réglementations, parce que au niveau de l'Europe, déjà dernièrement, on a eu une liste. Il y avait RGPD il y a quelques années qui a fini par s'imposer avec le temps. Mais dernièrement, on a maintenant des réglementations très propres à la sécurité. Bon, je dirais même plus principalement à la résilience avec DORA et NIS2 et encore REC, il y a d'autres choses encore qui viennent. Et du coup, je pense qu'avec le temps, les entreprises aussi auront du mal, bon, je dis avec le temps. Déjà, dans ces premiers instants-là d'installation, les entreprises auront du mal, en fait, à prioriser, à prendre les bonnes décisions. Pourtant, souvent, l'applicabilité de certaines réglementations sont déjà effectives. Du coup, je pense également que là, on aura un véritable défi parce qu'il faudra à la fois couvrir le besoin en termes de compétences et puis également déjà, dans un premier temps, s'assurer qu'effectivement, toute cette réglementation, est-ce qu'elle est véritablement applicable en l'état à notre contexte ou pas. Donc voilà, moi, ce sont ces trois aspects-là que je vois d'un point de vue GRC. Le plus grand défi en sécurité offensive, c'est qu'on doit toujours avoir un coup d'avance. On ne peut jamais se reposer en sécurité offensive. En même temps que les entreprises renforcent leur dispositif de défense avec des outils comme des ETL, puis des technologies de détection avancées, nous sommes aussi obligés d'être encore plus créatifs pour tester la sécurité. Aussi, j'aimerais parler aussi de la pénurie de talents. Alors, la demande est énorme, on le sait, mais les vrais experts sont rares. Très rares même, je dirais. Donc, pour faire simple dans ce métier, si tu ne te formes pas en continu, tu te fais dépasser. Et c'est une course contre la montre et on n'a pas le droit à de perdre, en fait. Voilà un peu pour les deux grands défis que je vois dans la sécurité offensive. Quelle place tiennent les réglementations, les standards, les normes dans les entreprises? Est-ce qu'elles appliquent vraiment ces standards, ces normes-là au vu de nombreuses cyberattaques? Est-ce que les régulateurs sont de plus en plus exigeants? Est-ce que les normes sont de plus en plus explicites, nouvelles, exigeantes? C'est vrai que la plupart du temps, on se dit que la réglementation est censée être applicable de facto aux entreprises, mais ce n'est pas forcément le cas. Pour quelqu'un, par exemple, qui a fait la certification CISM, il apprendra cela à ses dépens, malheureusement, qu'une réglementation n'est pas systématiquement applicable dans le cadre au sein d'une entreprise. Parce que si effectivement, en pesant le pour et le contre, finalement, le responsable de la sécurité, après présentation au top management, ils se rendent compte que finalement, les avantages sont bien moins que les inconvénients. Ils peuvent décider, par exemple, de porter les amendes associées à la non-application d'une réglementation, par exemple. Ça peut être une décision à l'issue d'une analyse d'impact, ce genre de choses-là. Mais pour revenir en fait à l'état actuel des réglementations, on en a des nouvelles, ce qui montre quelque part que l'enjeu cyber est de plus en plus pris en compte par les États et par les entreprises. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Pour l'ISO 27001, par exemple, on se rend compte que dans le temps, essentiellement, et je pense que jusqu'à présent, si on veut être totalement honnête avec nous-mêmes, la plupart des entreprises se certifient à l'ISO 27001 parce que c'est avant tout un avantage concurrentiel, c'est un
c'est un élément commercial. Lorsqu'ils le présentent à leurs clients, c'est plus simple pour eux de vendre une prestation parce que ils montrent qu'ils ont une certaine maturité cyber par rapport à une autre entreprise Y, par exemple, qui peut-être, elle, ne possède pas la certification. Donc, c'était un élément déclencheur pour le choix, en fait, des prestations. Mais de nos jours, comme je l'ai dit avec les réglementations, qui, pour la plupart, sont également un peu calquées avec l'ISO 27001, avec des petits focus sur d'autres aspects qui sont un peu différents, mais on se rend compte que maintenant, les entreprises, au-delà juste de l'aspect concurrentiel, ils sont obligés également de penser vraiment aux résilience parce que on est tous au parfum maintenant de tout ce qui est risque cyber, des conséquences au vu de tous les événements qui ont pu avoir lieu dans le monde entier, sur des attaques au niveau des hôpitaux, ce genre de choses-là. On connaît de façon claire les risques associés au digital. Donc, les entreprises, c'est bien plus simple maintenant on va dire, de convaincre le top management et de les embarquer dans ce genre de démarche. Pour conclure, sinon pour résumer, effectivement, les entreprises, elles s'activent pour respecter la réglementation, mais il faut quelque part retenir que c'est pas forcément une obligation parce que dans tous les cas, il faudrait que ça puisse s'intégrer dans la stratégie de l'entreprise. Moi, en tout cas, vous le comprendrez, en tout cas en cyber et principalement au niveau de la GRC, tout est une question de stratégie. Si la stratégie a été validée par le top management, toutes les actions qui vont découler vont toujours s'aligner à la stratégie. Donc, voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Je pense que ça va, c'est très bien clair. Donc, Joseph, que passe-t-il lorsqu'après une mission de threat hunting, de CTI ou même d'investigation, on se rend compte qu'on s'est trompé d'acteurs malveillants ou même de scénarios d'attaque? Alors, des erreurs comme ça arrive souvent et quand ça arrive, ça engendre une perte de temps. Donc, qui dit perte de temps aussi, dit avance pour les attaquants. Donc, qui dit aussi perte de temps, dit perte d'argent. Parce que si les attaquants ils ont de l'avance, ils pourront aller plus loin, ce qui va impacter peut-être la disponibilité. Et puis, ça va engendrer une perte d'argent. Et aussi pour ceux qui annoncent les cyberattaques pour les grandes entreprises, il y aura aussi une fausse accusation au niveau du trade actor, ce qui représente un très grand problème pour l'entreprise. Et quand ce genre d'erreur arrive, il faut savoir apprendre de cette erreur et pour essayer d'améliorer en quelque sorte le processus pour qu'une telle situation ne se produise pas. Maître Koulibaly, lors d'une mission de pentest, je sais pas style, hein, lorsqu'on ne trouve rien, quand je dis rien, c'est vulnérabilité à grand impact ou vulnérabilité vraiment attendue par le client. Lors de la restitution, qu'est-ce qui se passe? C'est une situation qui arrive et franchement, pour le client, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément ce qu'il voulait entendre en fait. Quand on trouve pas de vulnérabilité critique, ça ne veut pas dire que le système est invulnérable, mais plutôt que les défenses sont bien implémentées à l'instant T. Dans ce cas, notre rôle là, c'est d'aller plus loin. On analyse souvent la posture de sécurité, on identifie les bonnes pratiques qui fonctionnent, mais aussi les points d'amélioration. Peut-être qu'il n'y a pas de faille critique actuellement, mais de petites faiblesses exploitables en chaîne peuvent amener à compromettre l'entreprise, ou bien même peut-être le niveau de détection est bon, mais qu'une attaque plus avancée pourrait passer. Donc, dans tous les cas, un pentest n'est pas juste de trouver une faille ou une entrée dans l'entreprise. C'est aussi aider le client à renforcer ce qui est déjà solide. Après, puis, pour faire simple, la cyberattaque, ce n'est pas un sprint. Pour moi, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Il faut pouvoir tenir dans le temps. On comprend que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. D'accord. Exactement. On constate aussi que la cybersécurité évolue constamment. Quelles sont, selon vous, les grandes tendances et innovations pour transformer, sinon tu vois, vos différents domaines dans les prochaines années, avec tout ce qui est avènement de l'IA, de normes, de réglementations? Quelles sont, selon vous, les grandes tendances à venir? Pour moi, l'intelligence artificielle va être une arme à double tranchant, aidant aussi bien les attaquants que les défenseurs. Les hackers vont beaucoup les utiliser déjà, même qu'ils utilisent pour automatiser leurs attaques, générer des phishing ultra réalistes, voire contourner certaines mesures de protection en face.
On va aussi avoir plus d'IA défensif pour détecter les comportements suspects en temps réel. Donc déjà, on a l'IA. Ensuite, on va avoir aussi la sécurité dans les environnements cloud et systèmes industriels. Avec la migration massive vers le cloud, les entreprises vont pouvoir s'exposer aux nouvelles menaces. Donc, les infrastructures critiques comme les hôpitaux, les usines, les réseaux électriques, qui vont devenir de plus en plus des cibles majeures à sécuriser. Donc, on aura aussi l'automatisation des attaques et des tests d'intuition. Déjà que pour certaines missions de Red Team, on utilise des outils avancés pour simuler des menaces persistantes. Et on verra aussi demain des pentests semi-automatisés capables d'imiter des groupes de hackers en temps réel. Enfin, la partie réglementation qui va devenir encore plus stricte. Comme faire de la pluie, on aura en fait avec des normes comme NIS2 et DORA des entreprises qui seront obligées d'investir encore plus dans tout ce qui est tests intelligents en régulier. Bon, donc, ça fera en sorte que la cybersécurité ne sera plus une option, mais un impératif business. Je vais rebondir sur ce que Mohamed Koulibaly vient d'évoquer. Et c'est clair que nous tous, on pense premièrement à l'intelligence artificielle. Lorsqu'on nous parle de tendance, c'est vrai que chacun à notre niveau, l'intelligence artificielle risque d'impacter, que ce soit positivement ou négativement, nos différentes tâches. Mais si je me limite à l'aspect positif, je dirais que un consultant GRC, en tout cas pour, on va dire, dans le temps, il faudra qu'il puisse basculer. Il devra s'orienter vers, on va dire, du conseil 2.0 et ne pas se limiter en fait à sa posture actuelle. Il doit pouvoir intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses tâches afin d'optimiser son travail. Donc d'être encore plus pertinent déjà dans ses propositions et plus efficace également. Donc ça, c'est ce que je vois en termes d'IA. Mais au dehors de ça, puisqu'effectivement l'IA peut être utilisée tant au niveau positif que négatif, je pense qu'il y aura une généralisation de façon générale du zéro trust. Parce que avec du type fait qu'effectivement, avec la multiplication d'attaques avec l'intelligence artificielle, on pourra plus croire en quoi que ce soit. Donc le zéro trust, de façon générale, toutes les technologies zéro trust risquent d'être de plus en plus vulgarisées au sein des entreprises. Et en dernier point, je pensais également à l'aspect réglementaire qui a déjà été évoqué par Mohamed, donc je vais pas revenir là-dessus. Et moi, Joseph, en termes de tendances et innovations en Blue Team, La tendance, je pense que c'est la même dans presque tous les domaines. C'est l'IA et encore l'IA. Donc, dans la Blue Team, ça va beaucoup aider dans tout ce qui sera automatisation. Donc, l'IA et le machine learning. Donc, aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes, au lieu d'avoir des règles statiques qui vont apprendre sur le comportement du réseau, sur le comportement de l'utilisateur, et puis nous permettre de pouvoir remonter tout ce qui sera différence avec ces comportements. Et aussi, on a les outils d'automatisation, les SOA, qui interviennent maintenant beaucoup dans la Blue Team. Donc, ça va nous permettre en quelque sorte d'automatiser la réponse à incidents ou la prise en charge de certaines alertes à travers des playbooks automatisés. Donc, en quelque sorte, c'est les tendances qu'il y a dans la Blue Team, c'est l'IA, le machine learning et le SOA. Ok, merci messieurs. Toujours dans la continuité des questions qu'a posées Oku. Moi, je voulais savoir, il y a souvent un fossé entre la sécurité théorique et la sécurité, il y a souvent un fossé entre la sécurité théorique et la réalité terrain. Du coup, je vous pose la question de savoir quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour mieux intégrer la cybersécurité dans leur stratégie? C'est clair qu'il y a un décalage entre la cybersécurité sur le papier et ce qui se passe réellement sur le terrain. Les entreprises investissent dans des outils de dernière génération, mais si les bases ne sont pas solides, ça ne sert à rien. Donc, pour le premier conseil, je vais essayer de dire ici que il faut arrêter de voir la cybersécurité comme un projet. C'est-à-dire, on va implémenter un firewall là, non. C'est pas un projet, mais de considérer cela comme un processus continu. Il faut une surveillance permanente, des tests réguliers, des pentests, comme des pentests ou des missions d'exercice de red team. Ensuite, je vais conseiller d'impliquer les équipes dès le début. Parce que dans le temps, c'est que lorsqu'on a des projets de sécurité, des projets métiers ou stratégiques au sein d'une entreprise, on attend vers la fin de la réalisation des tests
pour dire on va appeler les équipes de la sécurité pour faire les tests de sécurité. Alors que la sécurité s'impacte dès le début, depuis même la rédaction des TDR et consorts. Euh, on va même parler de la sécurité by design dès la conception en fait. Et ensuite, c'est le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas sous-estimer le facteur humain. Il faut noter que 80% des attaques réussies passent par l'ingénierie sociale. Et avec l'avènement de l'IA, on va faire face à des attaques de phishing de plus en plus sophistiquées, déjà qu'on fait un assist au deepfake. Donc, il faut pas surtout sous-estimer le facteur humain. Et je vais terminer avec la dernière partie qui va plus toucher sur Joseph. Il faut beaucoup investir dans des tests de réponse aux incidents, des activités, de reprise d'activités, de continuité d'activités, comme on appelle, des simulations de gestion de crise cyber et consorts. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de technologie, c'est une culture, une discipline, une habitude à adopter au quotidien. Pour moi, la cybersécurité, c'est ça. Alors, en ce qui concerne ce point-là, je suis totalement en accord avec les propos de Mohamed Koulibaly. Pour moi, effectivement, et d'un point de vue GRC pour nous, le maillon faible de la chaîne, c'est l'humain. Donc, on ne peut, en fait, on va dire, améliorer la sécurité d'une entreprise ou même uniquement la maturité cyber de l'entreprise sans faire un focus en premier sur l'humain. Quand je pense à l'humain, je pense effectivement à tout ce qui est sensibilisation déjà vis-à-vis des risques, mais également, je pense au fait que la responsabilité de la sécurité soit partagée au sein de l'entreprise au niveau des différents services de sécu. Il faudrait qu'on soit totalement en accord sur le fait que le responsable sécurité n'est pas censé faire tout. Il n'est pas capable à lui tout seul, en tout cas l'équipe sécu n'est pas capable à elle toute seule de garantir en fait la sécurité de l'entreprise. La sécurité est censée être la responsabilité de tous au sein d'une entreprise. Et pour pouvoir réussir en fait à instaurer une telle dynamique dans une entreprise, c'est comme je l'avais évoqué, je pense plus tôt, c'est d'avoir l'appui de la direction du top management. Lorsque le top management décide de s'intégrer, en tout cas dans cette dynamique-là d'implication de la sécu au niveau de toutes les couches de l'entreprise, il n'y a pas mieux pour faciliter, on va dire, l'atteinte des objectifs sécurité à tous les niveaux. Lorsque la tête en fait prend une direction, c'est plus simple que tout le reste suit. Donc voilà. Alors, mon approche par rapport à ce sujet, c'est de surtout d'intégrer la sécurité dans chaque projet. Donc, quel qu'en soit le projet qu'entame l'entreprise, c'est de se poser et puis de se demander quelle est la couche de sécurité qu'on peut rapporter au projet. Et c'est aussi de faire la cybersécurité une priorité business, parce que dans beaucoup d'entreprises, la cybersécurité n'est pas une priorité. Et si ce n'est pas le cas par faute de moyens, donc ce serait d'adopter des systèmes de protection qui demandent pas énormément de moyens. En disant ça, je pense au système open source qui peut aider beaucoup quand on n'a pas les moyens. Et aussi de former et sensibiliser les utilisateurs en continu. Comme l'a dit les autres, les utilisateurs, ça reste le maillon faible de la chaîne. Des fois, j'ai des alertes, j'ai des attaques quand je vois que l'utilisateur a cédé à ça, c'est vraiment triste. Donc, il faut toujours continuer de former et de sensibiliser les utilisateurs. Le Global Cyber Security Forum et le cabinet BCG ont publié début novembre 2024 un rapport sur la pénurie de main-d'œuvre en cybersécurité dans le monde. Selon ces deux institutions, 7,1 millions de personnes travaillent actuellement dans le secteur pour 2,8 millions de postes ouverts qui ne sont pas encore occupés, avec 460 000 postes en Europe et 69 000 postes non occupés en Afrique. Donc, le constat est clair. La pénurie des talents en cybersécurité est un phénomène global. Chers invités, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite entrer dans ce domaine? Et même aussi des conseils aussi aux entreprises, eux aussi aux institutions gouvernementales. Pour moi, comment faire pour faire face à cette pénurie? Il y a effectivement plusieurs aspects. Effectivement, si on est au niveau, on va dire, gouvernemental, pour moi, c'est déjà le plus important, effectivement, c'est de partir de l'aspect gouvernemental à l'échelle des nations. Parce que il faut pouvoir investir dans l'éducation. Ici en France, je sais que il y a quelques années, ils ont lancé le campus cyber
pour permettre en fait la formation de jeunes diplômés en cybersécurité au vu des risques associés à ce domaine-là. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui devrait être mise en œuvre par les différents gouvernements pour faciliter en fait l'accès aux ressources, pour permettre en fait aux aspirants de monter en compétence sur ce sujet-là et se retrouver avec une task force cyber qui soit véritablement importante à l'échelle nationale. En dehors de ça, au niveau des entreprises, je pense que le plus important, c'est de promouvoir la formation en interne. Il faudrait que l'entreprise également puisse penser, lors de l'établissement de son budget, à un budget, à justement une ligne budgétaire qui soit associée à la formation de ses collaborateurs, la montée en compétence de ses collaborateurs. Comme on l'a dit, la cybersécurité, c'est un domaine qui évolue vraiment quotidiennement. Donc, pour permettre à ces équipes de rester au parfum des différentes vulnérabilités, des différents risques, d'être à jour sur l'environnement cyber, il faut pouvoir mettre à disposition des formations aux collaborateurs. Et le dernier point, potentiellement, ce serait également de mettre en œuvre des conditions pour attirer des profils. On peut tout dire, c'est vrai, mais également, si on souhaite recruter, il faut pouvoir mettre les conditions en place pour attirer les profils. Donc, si je dis n'importe quoi, on va pas venir, par exemple, recruter un RSSI en lui proposant 30K de salaire. Cette personne-là ne va pas venir. Surtout au vu du stress associé à ce type de poste et je dirais entre guillemets, au poste stratégique que cela représente. Donc, pour moi, ce sont ces trois aspects-là. Mettre en place des conditions pour attirer les profils formés en interne et également au niveau gouvernemental, on va dire mettre en place initier en fait des campagnes de promotion de la cybersécurité, soit par la mise en place d'écoles spécifiques dédiées à cela, soit par l'encouragement ou bien la modification des cursus universitaires. En tout cas, il y a plusieurs moyens qui pourraient être utilisés pour atteindre cet objectif-là. Le conseil que je donnerais, c'est surtout que de s'impliquer dans les projets personnels. Je pense que ici aujourd'hui, vous pouvez le témoigner. Je pense que 70% des choses qu'on connaît ici, on les a appris chez nous dans le projet personnel. Donc c'est surtout de se focaliser sur le projet personnel, de participer dans les communautés en ligne pour pouvoir développer nos compétences. Donc ça passe par la mise en place pour les entreprises de challenge et aussi la participation pour les autres dans ces challenges, et aussi de ne toujours pas sous-estimer l'importance des soft skills qu'on a cités, qui peuvent aussi être très importantes pour les entreprises à apprendre à leurs employés, de les acquérir pour pouvoir fournir les soft skills qu'ils ont au service de leur employeur. Il y a une énorme demande en cybersécurité. Et donc, ce que j'aimerais dire aux jeunes apprenants, c'est de se lancer sans attendre. On n'a pas besoin d'être un génie, comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast. On n'a pas besoin d'être un génie. Il faut juste être curieux, pratiquer sur des plateformes comme TryAcme, Agriboss, il y en a tellement. Suivre des formations en ligne, participer à des CTF et construire un projet concret autour de la cybersécurité. Et aussi mettre dans sa tête que la cybersécurité, c'est avant tout une question de compétence et de passion. Donc, il y a des postes qui sont là. Il faut juste avoir l'envie et la motivation de faire. Donc, il faut se lancer sans attendre. Pour les entreprises, il faut arrêter de chercher le profil parfait et privilégier les formations en interne, comme Fad l'a bien dit. Souvent, on est là, on voit beaucoup d'annonces où on demande 5 années d'expérience pour des postes de junior. Alors qu'on manque déjà de talent, il faut penser autrement. Il faut penser à recruter, former, miser sur des reconversions et donner la chance aux débutants motivés. Côté gouvernement, on doit intégrer la cybersécurité beaucoup plus tôt. On doit déjà parler de la cybersécurité depuis le collège pour sensibiliser nos jeunes sur les différentes menaces qu'il y a autour de la cybersécurité et les enjeux et les opportunités. Si vous devez revenir en arrière
et changer une chose dans votre parcours, que feriez-vous différemment? Alors, si moi je devrais revenir en arrière, je dirais que je me spécialiserais dans un domaine de la cybersécurité. J'éviterais de me propager un peu dans tous les domaines, parce que c'est l'erreur que j'ai commise au début, c'est de vouloir tout apprendre, que ce soit dans la Red Team, dans la Blue Team, dans la GRC. Donc, si je devrais revenir à mes débuts, je vais me focaliser dans un domaine que j'aime bien, pour vraiment être un spécialiste dans ce domaine. À mon niveau, je pense que si je devais modifier quelque chose, j'aurais certainement commencé la cyber plus tôt, puisque de base, j'étais plus orienté réseau télécommunications. Donc, je pense que si effectivement, dès le départ, j'avais été formé sur on va dire le b.a.-ba de la sécurité avant de me lancer dans cette carrière-là, j'aurais peut-être eu l'opportunité de creuser un peu plus certains sujets. Maintenant que, finalement, j'essaie de combler ce vide-là, mais ça m'aurait permis, je pense, d'atteindre un niveau un peu plus intéressant aujourd'hui. Donc, c'est la seule chose que j'aurais à dire, même si après, il faut quand même préciser que les réseaux de télécommunications ont quand même été une très belle base pour se lancer dans la sécurité. C'est pas comme si on était au niveau d'une reconversion, mais voilà. C'était pas du tout la même approche, c'était pas les mêmes enjeux. C'est surtout dans ce sens-là. Il fallait donc faire une petite bascule à un moment donné. Je dirais comme ça que, bon, j'ai pas vraiment grande chose à changer hein, parce que j'ai eu cette chance de débuter directement dans la cybersécurité qui était déjà depuis tout petit, étant même déjà en classe de troisième, un domaine qui me passionnait vraiment et j'ai essayé de faire par tous les moyens de intégrer une école qui forme dans la cybersécurité. Et lorsque je suis arrivé, on m'a dit qu'il fallait faire la cybersécurité étant un master et pour cela, il fallait se mettre dans un cycle long. Et je me suis donné tous les moyens pour aller. Mais si je devais changer quelque chose, c'était de faire la cybersécurité depuis la licence et non à partir du master. Alors, toujours dans les conseils pratiques, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos spécialités, quelles ressources recommanderiez-vous? Des livres, des formations? Est-ce qu'il y a des communautés en ligne? Euh, D'accord. Du coup, en ce qui concerne cette question, comme je l'ai évoqué précédemment, il y a des formations certifiantes sur tout ce qui est réglementation. Donc, j'encourage vivement les personnes qui sont intéressées à passer ces certifications-là. On n'a pas besoin il n'y a pas de prérequis sur certaines. Donc, je vous encourage vivement à les suivre et puis potentiellement à passer les certifications. Effectivement, sur LinkedIn également, il y a des groupes qui sont plus ou moins publics, hein, que ce soit sur de l'ISO 27001, la 22301, sur les RSSI. On peut même suivre des communautés, comme par exemple, on se retrouve certifié CISSP, il y a quasiment une communauté CISSP, quand on est certifié, quoi d'autre, CISM. Dans tous les cas, effectivement, en termes de communauté, en termes de certification, on est vraiment gâté, entre guillemets, on a beaucoup de ressources à disposition. Donc, j'ai pas forcément d'aspects spécifiques à partager. Cependant, j'encourage en tout cas les auditeurs également à visiter une page. Peut-être que je la partagerai au modérateur, mais c'est le Cyberlink 7 qui est un blog qui est sur lequel je travaille avec Guy, où nous avons également proposé quelques articles qui permettent d'avoir une certaine vision de la sécurité. Donc, ça peut être déjà un bon début. Et au-delà de ça, c'est juste un complément vis-à-vis des ressources que j'ai précédemment évoquées. Alors, les livres que je conseillerais, ce sont les livres de l'édition ENI. Ils en font presque chaque année ou chaque mois sur la cybersécurité. Donc, il peut y avoir des livres un peu plus spécialisés dans la Blue Team ou même sur l'informatique de façon générale. Il y a aussi la cybersécurité pour les livres, qui est un livre très intéressant pour les gens qui débutent. Et aussi, on a des livres un peu spécialisés comme The Art of Human Hacking, qui est un très bon livre sur le social engineering. Et aussi, côté formation, je conseille beaucoup la formation Blue Team de Hamza Konda, qui est assez complet, qui touche beaucoup d'aspects sur la Blue Team. Et aussi, on a beaucoup de formations sur la Blue Team et la réponse à incidents sur Udemy, qui sont assez intéressantes. Et pour tout ce qui est communauté en ligne, ça serait Reddit, Twitter aussi, Actuel X.
C'est surtout de suivre les gens de l'InfoSec sur ces réseaux. Et aussi à côté, pour la veille, on a tout ce qu'il y avait à Hacker News pour pouvoir suivre un peu les actualités de la Blue Team et de la cyber d'une façon générale. Pour répondre simplement, je dirais que euh, il y a pour les formations, il y a des plateformes en ligne qui donnent des formations sans avoir les compétences de base. Donc, il va falloir aller. Il y a même des plateformes YouTube avec la plateforme de IPSec et consorts. Il y a les vidéos de Rana Khalil qui sont free, qui peuvent être consultées sur sa page sur YouTube. Il y a aussi des communautés. Pour ma part, il fait partie d'une communauté de Meetup AgriBoss. Donc, il y en a dans chaque pays. Je pense qu'il y en a au Togo, Bénin, au Sénégal, en France. Je conseille vraiment les jeunes apprenants d'adhérer à ces communautés parce qu'il y a vraiment un échange de connaissances. Il y a aussi des groupes sur les différents réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, participer aussi beaucoup à des CTF qui vont permettre de développer des skills. Donc voilà ce que je pourrais dire pour essayer de monter en compétence sur ma spécialité. Nous sommes malheureusement à la fin de ce podcast. Donc avant de nous quitter, comment pouvons-nous vous joindre ou rencontrer s'il y a des événements on-site ou online auxquels vous participez? Déjà, je suis accessible sur LinkedIn avec le profil de Mohamed Koulibaly et je suis aussi accessible sur Twitter avec le profil de MH Koulibaly. Alors, vous pourrez me contacter sur LinkedIn via mon nom Mohamed Fad, Fad F-A-H-D. Si vous vous trompez, vous ne me trouverez pas. En dehors de ça, effectivement, pour les événements auxquels je participe, il y a le meet-up qui a été évoqué par Mohamed Koulibaly, le meet-up AgriBoss Côte d'Ivoire auquel je participe. Vous pourrez me rejoindre également au niveau du Discord avec le FM225 comme pseudonyme sur la plateforme. Alors moi, pour me contacter, je serai essentiellement sur LinkedIn, Joseph Dembélé sur LinkedIn. Et pour les events, chaque année, je suis au HAC. L'événement, j'y suis presque chaque année avec Junior. Voilà, c'est un peu ça, LinkedIn pour le contact des réseaux et puis pour l'event de HAC. En tout cas, merci pour nos auditeurs. Soyez rassurés dans la description de la vidéo ou de l'épisode. Nous mettrons les contacts des différents intervenants. Vous pourrez continuer les échanges avec eux. Ce sont des personnes très disponibles, très accessibles. Pour notre part, merci encore pour ces échanges très passionnants. Cybercast revient bientôt avec un nouvel épisode. Abonnez-vous et restez connectés sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Merci, à la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous.